la République populaire de Donetsk ne l'est pas encore totalement. Et donc, ils avaient organisé une défense, une ligne de défense renforcée pour attaquer le Donbass. Et aujourd'hui, on a une opération qui se déroule dans le Donbass. Petit à petit, nous libérons le territoire de Donbass en nettoyant de tous les restes de nazis sur place et pour libérer la population qui a été prise en otage par le régime de Kiev. Et vous savez que l'opération militaire spéciale implique des professionnels, des engagés. Et avec eux, il y a aussi des bataillons de volontaires qui les accompagnent. Et ce sont des gens de tous les profils, de tous les âges de Russie qui se sont impliqués pour la libération du Donbass. En conséquence, le gouvernement et le ministère de la Défense ont reçu une instruction de ma part pour définir le statut des volontaires qui se battent dans les républiques de Donetsk et Lugansk, puisque tous ces volontaires doivent pouvoir se battre comme des militaires de carrière avec une aide, une aide sociale, une aide médicale, et il faut organiser l'approvisionnement de ces formations de volontaires qui luttent contre le régime de Kiev. L'objectif principal de libération du Donbass fait que le ministère de la Défense et l'état-major ont libéré une partie significative des régions de Kherson et de Zaporozhye, ce qui fait que nous avons maintenant une ligne de contact qui est assez longue, qui dépasse 1000 kilomètres. Ce que je veux dire aujourd'hui publiquement pour la première fois, c'est qu'après le début de l'opération militaire spéciale, et en particulier lors des négociations d'Istanbul, les représentants de Kiev avaient réagi de façon positive à nos propositions. Et ces propositions concernaient justement l'assurance de la protection des intérêts de la Russie. Mais cela ne plaisait pas aux autorités occidentales. Et donc, ils ont reçu l'ordre quasiment direct de renoncer à ces négociations. Ils ont commencé à accumuler de plus en plus d'armes. Le régime de Kiev a lancé des formations de nationalistes et de mercenaires. Et ces formations, formées selon les standards de l'OTAN, en même temps, ont lutté. En même temps, elles ont effectué des répressions contre leurs propres citoyens. Et cela a été mis en place dès le coup d'État de 2014. Cette politique de terreur, d'intimidation est devenue de plus en plus massive, a pris une forme de plus en plus généralisée. Et nous savons que la plupart des gens qui vivent sur les territoires libérés, et ce sont d'ailleurs les terres historiques de la Nouvelle-Russie, ne veulent pas vivre sous le joug des autorités de Kiev. À Zaporozhye, à Kherson, à Donetsk, à Lugansk, ils sont témoins des atrocités commises par les partisans de Kiev, de Bandera, qui tuent les gens, qui les torturent, qui les jettent en prison et qui s'en prennent toujours aux civils. Les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les régions de Zaporozhye et de Kherson abritaient plus de 7 millions d'habitants. La plupart d'entre eux sont devenus des réfugiés. Ils ont quitté leur domicile. Et ceux qui sont restés, c'est à peu près 5 millions de personnes, aujourd'hui font l'objet de frappes d'artillerie et de missiles de la part des groupements néo-nazis qui frappent les écoles, les hôpitaux et qui commettent ces attentats contre la population civile. Nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun droit moral à abandonner ces gens aux atrocités et nous devons garantir à ces gens leur souhait sincère de vouloir se décider de leur avenir. Et donc, les républiques, les parlements des républiques de Donetsk et Lugansk, ainsi que les administrations civilo-militaires dans les régions de Kherson et Zaporozhye ont décidé d'organiser un référendum et nous ont demandé à nous, la Russie, de les soutenir. Et nous ferons tout ce qui est en nos pouvoirs
pour permettre la tenue de ce référendum, pour que les gens puissent manifester leur volonté et la décision qui concernera leur avenir, prise par la majorité de la population de ces régions du Donbass, de Kherson et de Zaporozhye, nous la soutiendrons. Aujourd'hui, chers amis, nos forces armées agissent sur la ligne de contact qui fait plus de 1000 km de long. Ils sont en face des troupes néo-nazis et de toute cette machine mise en place par les pays occidentaux. Et face à cela, il me paraît nécessaire de prendre la décision suivante qui se justifie compte tenu des circonstances. Il s'agit de la défense de notre patrie, de son intégrité territoriale, de sa souveraineté nationale, et de la protection des populations des territoires libérés. Il nous paraît nécessaire de soutenir la proposition de l'état-major et du ministère de la Défense, c'est de procéder à une mobilisation partielle. Je le répète, c'est une mobilisation partielle, c'est-à-dire que ceux qui seront appelés sont ceux qui, aujourd'hui, sont dans la réserve, avant tout, ceux qui ont effectué leur service militaire dans les rangs de l'armée russe et qui ont déjà une spécialité militaire et une expérience correspondance. Ceux qui seront appelés, avant d'être envoyés sur le front, suivront une formation spéciale compte tenu de l'expérience de l'opération militaire spéciale. J'ai signé un oukaz en ce sens. Conformément à la législation, cela sera officiellement communiqué par lettre à la Douma et au Conseil de la Fédération, et je donne l'ordre aux autorités régionales de faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter le fonctionnement des bureaux militaires. Et je souligne que les citoyens russes ayant suivi cette formation et qui seront appelés bénéficieront de tous les avantages sociaux liés au statut des militaires. J'ajoute que le décret de mobilisation partielle comprend des mesures supplémentaires pour assurer l'industrie de défense et les commandes en armement pour augmenter cette capacité industrielle avec un renforcement donc de ces capacités avec un soutien financier, économique, et le gouvernement doit immédiatement prendre des mesures en ce sens. Chers amis, dans sa politique agressive anti-russe, l'Occident a dépassé toutes les bornes. Nous ne cessons d'entendre des menaces à l'égard de notre pays. Certains responsables politiques occidentaux disent ouvertement qu'il ne faut pas seulement fournir des armes à l'Ukraine, mais lui envoyer des armes permettant de frapper la Crimée et les territoires de la Fédération de Russie. De telles frappes sont déjà effectuées contre les territoires et en temps réel, ils bénéficient des systèmes de navigation et de renseignement naval et aérien de l'OTAN et ils suivent tout ce qui se passe dans le sud de la Russie. Washington, Londres, Bruxelles incitent directement les autorités de Kiev à frapper le territoire de la Russie sans être gênés de dire que la Russie doit être par tous les moyens détruite et de façon économique, culturelle, sociale, et qu'elle doit être complètement désintégrée. Il y a aussi un chantage nucléaire. Il s'agit pas seulement des bombardements effectués avec le soutien occidental de la centrale nucléaire de Zaporozhye, mais aussi de déclarations de certains hauts responsables des pays de l'OTAN sur la possibilité et la facilité d'utiliser des armes nucléaires ou de destruction massive. Ceux qui se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie doivent se souvenir que notre pays dispose lui aussi de différents systèmes de frappe et sur certains points qui sont même plus avancés que celles des pays occidentaux. Et pour défendre la souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, notre peuple, notre population, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens pour
les défendre. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent être certains que l'intégrité territoriale de notre pays, notre souveraineté, notre liberté seront assurées, je le répète, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui cherchent à exercer un chantage nucléaire contre nous doivent savoir que le vent pourrait se retourner contre eux. Nos traditions historiques, le destin de notre peuple fait que nous arrêtons tous ceux qui veulent nous menacer, ceux qui veulent nous asservir notre patrie. Nous le ferons maintenant. Il en sera ainsi. Je crois en votre soutien.